Tu crois que l'école a toujours fonctionné comme aujourd'hui? En réalité, ce que tu vis en classe est l'héritage de près de 2 siècles de batailles d'idées. Le travail en groupe, l'importance donnée à la compréhension plutôt qu'à la récitation, la manière dont un professeur organise son cours, tout cela vient de penseurs qui ont osé remettre en question l'école de leur époque. Certains ont eu raison avant tout le monde, d'autres se sont trompés. Mais leurs idées continuent de façonner la salle de classe et dans cette série, on va retracer ensemble ce voyage à travers les grands courants pédagogiques. Pendant des siècles, l'élève n'avait qu'un seul droit en classe, se taire et écouter. Voilà comment tout a commencé. Le modèle transmissif. Herbart, 19e siècle. Le maître sait, l'élève ne sait pas. On transmet, on répète, on mémorise. Johann Friedrich Herbart, au 19e siècle, a formalisé ce modèle. L'enseignant structure le savoir, l'élève l'absorbe. Efficace pour certains contenus? Oui. Mais il y a un problème énorme. L'élève reste totalement passif. Il ne construit rien, il reçoit et c'est là que les premières fissures apparaissent. Et si l'enfant était au centre de l'apprentissage? En 1900, cette idée était révolutionnaire. Aujourd'hui, on la considère comme évidente. L'éducation nouvelle, John Dewey, Maria Montessori, Célestin Freinet. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, une vraie révolution s'annonce. John Dewey, Maria Montessori et Célestin Freinet se lèvent et disent « Et si l'élève devenait acteur ?» John Dewey défend l'apprentissage par l'expérience, learning by doing. Maria Montessori crée des espaces où l'enfant choisit ses activités. Célestin Freinet fait écrire ses élèves dans un journal de classe. Leur idée commune, on apprend mieux quand on fait, pas quand on subit. Dans les années 1950, certains scientifiques ont voulu traiter les élèves comme des rats de laboratoire et ça a marché, parfois un peu trop bien. Le behaviorisme, Bruce Frederick Skinner, année 1950. Avec Skinner et le behaviorisme, on ne s'intéresse plus à ce qui se passe dans la tête de l'élève, mais uniquement au comportement observable. Stimulus, réponse, renforcement. Tu fais bien, récompense. Tu fais mal, conséquence. C'est la base des premières machines à enseigner, ancêtres de nos logiciels éducatifs. Très influent dans la formation professionnelle, mais critique majeure, ça réduit l'élève à un pigeon de Skinner. Pas très valorisant. Jean Piaget a prouvé une chose que les profs avaient du mal à accepter. Le savoir ne se transmet pas, il se construit. Le constructivisme, Jean Piaget, Lev Vygotsky. On ne reçoit pas le savoir, on le construit. L'élève est un chercheur en miniature. Il expérimente, il se trompe, il ajuste. C'est le constructivisme de Jean Piaget. Lev Vygotsky y ajoute une dimension sociale. On apprend mieux avec les autres dans la zone proximale de développement. Cet espace entre ce qu'on peut faire seul et ce qu'on peut faire accompagné. C'est la base du travail collaboratif dans toutes les classes aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est qu'aucun courant pédagogique n'a vraiment gagné. Aujourd'hui, la plupart des enseignants mélangent parfois sans le savoir la plupart de ces héritages. Le vrai enjeu, et c'est pour ça que les sciences de l'éducation existent, c'est de comprendre dans quel contexte, pour quel élève, quelle approche marche le mieux. Si tu veux qu'on creuse un courant en particulier, dis-le en commentaire. Et si cette série t'a appris quelque chose, partage-la. À bientôt.